Donc, juste, je reviens sur l'exercice. Donc, ça se croise parfaitement bien avec ce que vous avez fait. Donc, c'est ça l'algorithmique. Donc, on prend un tableau de deux dimensions. Alors, pour toutes les 1 qui sont dans la première colonne sont tous égaux à 1. Et toutes les 1 qui sont dans la diagonale sont tous égaux à 1. Donc, c'est pour cela qu'on fait cette initialisation. Et ensuite, on fait la relation de Pascal. Donc, à partir de i allant de 2, à partir de la deuxième ligne, et à partir de la deuxième ligne, dans chaque ligne, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Le, le CBIJ égale à le CBI-1, J-1 plus CBI-1, J. Et on retourne CBNK. Donc c'est ça le principe. Donc on parcourt, voici notre tableau de deux dimensions. Voici la première colonne, elle est déjà égale à 1. Voici les éléments de la diagonale sont tous égaux à 1. Et après, on commence de l'indice 2, ça veut dire de la troisième ligne. Et on commence à faire quoi? Pour i allant de 2 jusqu'à n, dans chaque ligne, on commence à parcourir. Pour j allant de 1 à i, ça veut dire pour terminer juste de la diagonale, on fait quoi? On fait que on implémente cette relation. C'est que CB de IJ égale à CB de I-1 J-1 plus CB de I-1 J. Et on retourne CP NK. Donc c'est ça l'algorithmique. Donc il est en homogénéité avec ce que vous avez présenté. Donc je vais vous envoyer l'intégralité de cours, comme ça vous gardez l'algorithmique. Et voilà, vos camarades, ils ont fait plusieurs implémentations donc, qui ont enrichi cette solution. Donc voilà pour ce cours-là. Donc on passe au, au cours de cette séance. Notre troisième cours au niveau de la complexité. Donc voilà, on a dans la dernière séance, on a introduit quoi? On a précisé c'est quoi la notion de la complexité et nous avons précisé quels sont les outils mathématiques qui nous aident à approximer cette complexité-là. La complexité, c'est quoi? Ça permet de quantifier la performance d'un algorithme en fonction de la taille de ses données. C'est bon? Donc, pour la calculer, on ne va pas la calculer d'une manière très précise, mais on va s'approcher. On va l'approcher à une fonction qu'on connaît très bien. Parmi les fonctions, qui sont les fonctions qu'on a vues, il y a la constante, il y a la fonction linéaire, il y a quadratique, il y a l'exponentielle, il y a le logarithmique. Alors, pour approcher cette complexité à une de ces fonctions qu'on connaît leur comportement, on utilise les notations Landau. Ça veut dire on utilise euh, l'approximation asymptomatique. Asymptotique plutôt. Asymptotique. Toujours je me trompe sur ce mot-là. Asymptotique. Ça veut dire on essaie d'approcher la complexité, son comportement à une fonction qu'on connaît très bien. C'est bon? Donc c'est dans ce principe-là qu'on va enchaîner notre cours en effectuant plus de calculs. Alors la complexité, c'est quoi? On redéfinit la complexité. La complexité d'un algorithme, c'est le nombre d'opérations élémentaires qu'il doit effectuer pour mener à bien un calcul en fonction de la taille des données d'entrée. Alors comme on a dit, la complexité, on ne va pas la calculer en fonction de temps. Le temps d'exécution, on peut le constater dans l'implémentation. Dans l'implémentation, ce que vous avez fait ce que vous nous avez montré tout à l'heure avec des algorithmes que vous avez implémentés, vous pouvez calculer le temps d'exécution. Ça se fait en combien de secondes, en millisecondes, etc. Mais dans la complexité, ce qu'on calcule,
on la calcule d'une manière mathématique. Comme on peut dire, c'est une complexité mathématique ou c'est une complexité arithmétique. Donc, on la calcule en fonction de la taille des données. On a un tableau de taille n. Alors, pour effectuer cet algorithme sur un tableau de taille n, ça va se faire avec quel nombre d'opérations? Quel nombre d'opérations qu'on va effectuer pour réaliser cet algorithme. Et on va approcher le résultat final à en utilisant les notations de Landau. Généralement, on utilise le grand O pour approximer c'est le comportement de cette complexité en utilisant un ordre de grandeur pour savoir cette complexité est à l'échelle de quoi. C'est bon? C'est pour cela qu'on utilise les notations Landau, plus particulièrement le grand O. Alors, pour le calcul, bien sûr, pour la complexité, il y a trois types de complexité. Comme vous le savez, un algorithme, ça peut s'exécuter en plusieurs façons. Par exemple, prenez ce tableau-là, on veut chercher un élément. Alors, en combien de temps ça va s'exécuter cet algorithme? Donc, ça dépend. Si on trouve l'élément recherché dans la première case, donc c'est la complexité dans le meilleur des cas. Donc, on trouve l'élément recherché dans la première case. Donc, on ne va pas parcourir tout le tableau. Donc, la complexité ici, la procédure de recherche, ça va s'effectuer une seule fois. Donc, c'est la complexité dans le meilleur des cas. C'est bon? Donc, la complexité dans le meilleur des cas, c'est le plus petit nombre d'opérations qu'aura à exécuter l'algorithme sur un jeu de données de taille n. Comme cet exemple-là, on veut chercher un élément dans un tableau. Donc, le minimum des opérations possibles qu'on va effectuer, que l'algorithme va effectuer, c'est lorsqu'il va trouver l'élément dans la première case. Donc, c'est ça la complexité dans le meilleur des cas. Il y a la complexité aussi dans le pire des cas. À votre avis, c'est quoi? Ça va être quoi? La complexité dans le pire des cas. Ça veut dire le nombre des opérations qu'il va effectuer l'algorithme pour rechercher un élément, mais en combien de temps? Le pire des cas. Le pire des cas, c'est n. Ça veut dire le pire des cas, c'est le maximum des opérations qu'il doit effectuer. Donc, il va rechercher tout le tableau. Donc, c'est la complexité au pire des cas. Il va rechercher tout le tableau, il ne va rien trouver. Ça veut dire qu'il a parcouru tout le tableau. C'est le maximum des cas possibles. Donc, c'est pour cela qu'on dit que c'est la complexité dans le pire des cas. Ça veut dire qu'il va calculer le maximum des opérations que doit effectuer l'algorithme pour répondre à une question. Ça veut dire, ici, pour la recherche du tableau, le pire des cas, c'est qu'il parcourt tout le tableau sans rien trouver. C'est bon? Donc, c'est pour cela, ça s'appelle la complexité dans le pire des cas. Donc, c'est le plus grand nombre d'opérations qu'aura à exécuter l'algorithme sur un jeu de données de taille n. Il y a aussi la complexité en moyenne, c'est la moyenne mathématique, c'est l'espérance mathématique des complexités de l'algorithme sur des jeux de données de taille n. Alors généralement, cette complexité en moyenne, c'est difficile à calculer, c'est pas rentable parce qu'on va faire plusieurs calculs, alors que nous, on cherche à approximer la complexité d'une manière plus simple et plus rapide. Donc en pratique, la complexité sur un jeu de données particulièrement peut être nettement plus importante que la complexité en moyenne. Alors dans ce cas, la complexité en moyenne ne donnera pas une bonne indication du comportement de l'algorithme. Alors c'est pour cela qu'on s'intéresse généralement à la complexité dans le pire des cas. Parce que c'est pas rentable de dire c'est quoi la complexité en meilleur des cas. Parce que puisqu'on calcule la complexité, on vise toujours à calculer le pire des cas.
Parce que le pire des cas, il va balayer tous les cas possibles que l'algorithme doit faire pour répondre à une question. Donc toujours, on va envisager de calculer le pire des cas. Ça veut dire comme ça, on aura une idée plus concrète sur le temps, sur la complexité de l'algorithme. Ça veut dire le nombre des opérations qu'il va effectuer, combien il va consommer, et bien sûr le temps d'exécution, bien sûr, euh, et la mémoire. Donc, c'était ça pour les types de complexité. Donc, on envisage toujours de calculer le maximum, ça veut dire le pire des cas. Pour la recherche du tableau, on va dire le pire des cas, c'est qu'il parcourt tout le tableau et il ne peut rien trouver. Donc, on doit toujours calculer, foncer les calculs jusqu'au bout, ça veut dire jusqu'au pire des cas. Alors, pour calculer la complexité, bien sûr, on a certaines règles de calcul. C'est que la complexité, c'est quoi? C'est le nombre des opérations que doit effectuer un algorithme pour répondre à une question. Alors, comment on va calculer ça? Donc, on va évaluer une opération à un coût. C'est bon? Alors, pour chaque traitement élémentaire, on doit dire qu'il a un coût qui avoisine les 1. Ça veut dire la déclaration a un coût égal à 1, l'affectation a un coût égal à 1, l'opération élémentaire a un coût égal à 1. Les opérations élémentaires, par exemple, le plus, la multiplication. Je m'excuse. J'allais éternuer, mais mchette. Alors, pour les opérations élémentaires, on a l'affectation, l'égalité, l'addition, la multiplication, la soustraction, la comparaison, etc. Donc, toute opération élémentaire, elle aura un coût égal à 1. Le test aussi, dans une condition, ça veut dire le if, il a un coût égal à 1 et return, il a un coût égal à 1. Ça, c'est pour les opérations qui sont élémentaires. Alors, pour des choses encore plus... Madame, Oui, pour la condition, on a plusieurs conditions. Par exemple, A inférieur à B ou B supérieur à C. oui, Toutes les conditions, il y a un coût de 1. oui, c'est ça, oui. C'est pas toute la condition, toutes euh, puisque la condition, il aura plusieurs comparaisons. Par exemple, la condition, il aura comme coût la somme de ses coûts, pas forcément un. Ici, c'est juste si on a une seule condition. On peut, D'accord, on- d'accord, madame. Pour chaque comparaison, on a un coût de 1. oui, c'est ça. Donc la condition, s'il contient plusieurs conditions, c'est la somme. Euh, D'accord, madame. Si on peut rectifier ça, si on a une seule condition. Bien sûr, si on a plusieurs, on fait la somme. En cas de plusieurs conditions. Même si on va faire la somme, ça va engendrer des constantes et les constantes, on va les négliger dans l'approximation de la complexité. Donc, ça ne change pas grand-chose, mais ça n'empêche. Si la condition, il, si le test il contient euh, une seule condition, c'est bon, c'est un coût égal à 1. Si on a plusieurs, on fait la somme. Et le return, bien sûr, il a un coût égal à 1. Dans le cas, bien sûr, puisque ici, on ne va pas travailler toujours avec des algorithmes qui ont des opérations seulement élémentaires, parce que si on a seulement des opérations élémentaires, la complexité va être constante, donc c'est pas intéressant. Donc la complexité, ça devient plus sophistiqué lorsqu'on a des traitements conditionnels et des boucles. Alors, pour le cas d'un traitement conditionnel, on a if condition, la condition. Si condition, alors instruction 1. Sinon, construction 2. Alors,
pour ce traitement conditionnel, comment on peut le calculer? Comment on peut calculer sa complexité? On la calcule de cette manière. C'est la complexité de la condition plus le maximum. Puisque toujours on a dit on vise le pire des cas. Donc on va prendre le maximum de ces deux instructions. On compare les deux instructions et on considère la complexité, le coût le plus élevé. C'est bon, puisque toujours on vise à envisager la complexité dans le pire des cas. Donc le coût de ce bloc-là, ça se calcule comme ça. Ça veut dire le coût de la condition plus le coût de l'instruction qui a le coût maximal. Donc ça, c'est pour un traitement conditionnel. Alors pour les boucles, alors qu'est-ce qu'on fait pour les boucles? Alors le coût de la complexité d'une boucle, c'est la complexité de la condition plus la, la complexité de l'instruction fois le nombre d'itérations. Parce qu'on a for i allant de 1 jusqu'à n, faire. C'est bon? Ici, on va prendre, c'est pas la condition plutôt, mais ça veut dire les opérations qu'on fait pour boucler, pour boucler, pour boucler, pour boucler le traitement. Donc, on calcule le traitement et on le multiplie par le nombre d'itérations. Donc, ça, c'est quoi ces instructions? on verra ça. On aura des exemples détaillés. C'est bon? Ici, c'est pas forcément la condition, mais plutôt c'est le coût de la boucle. C'est bon? On verra ça. Je vous ai préparé des exemples détaillés. Donc, ça, c'est juste les règles générales, mais on verra les exemples détaillés. C'est bon? On va calculer doucement, ne craignez rien. Alors, pour la complexité, on a dit toujours, l'objectif, c'est calculer la complexité, mais pas nécessairement de la calculer d'une manière exacte. Donc, toujours, on cherche à l'approximer, à chercher un ordre de grandeur. Et on avait dit, on utilise les notations Landau, plus particulièrement le grand O. Alors, si on calcule et on trouve la complexité, c'est une constante, alors on dit qu'elle est un grand O de 1. Par exemple, accéder au premier élément d'un ensemble de données. On ne va pas consommer beaucoup de choses. On va faire peut-être une déclaration et une comparaison et voilà, on a le coût, c'est 2 ou 3, par exemple. Donc, c'est une constante, donc c'est le grand taux d'un 1. On a la deuxième classe de la complexité. Lorsqu'on calcule le nombre des opérations, on trouve par exemple 3 fois n plus 5. Donc on peut dire que cette complexité, elle est d'ordre de grandeur linéaire. Ça veut dire que c'est un grand taux de n. Si on calcule la complexité, on trouve quelque chose qui se calcule en fonction qui s'écrit en fonction de log de n. Alors, c'est une complexité logarithmique. Ça se fait généralement, ça se produit généralement pour les ensembles de données qu'on les coupe en deux parties. Et puis on coupe dans la moitié de deux parties. Donc ça vous rappelle quoi? Ça vous rappelle quel algorithme? Divisé pour régner. Divisé pour régner. Donc toujours ces algorithmes qui ont ce concept-là, divisé pour régner, ils ont une complexité d'ordre de grandeur de log de n. On va montrer ça dans un exemple qui suit. Et si on a une complexité qui a un ordre de grandeur n log de n, c'est généralement pour les algorithmes qu'on coupe d'une manière répétitive et on combine les solutions. Donc ça vous rappelle quel algorithme? La programmation dynamique. Fusion. Trait par fusion, précisément trait par fusion. Et si on calcule et on trouve la complexité, il y a un ordre de grandeur de n au carré, donc c'est parcourir
c'est lorsqu'on parcourt un ensemble de données en utilisant deux boucles imbriquées pour le cas de n au carré et n à la puissance p pour des boucles p boucles imbriquées. Et lorsqu'on a une complexité à une échelle de grandeur à la puissance n, on dit que c'est une complexité exponentielle. Ça, c'est pour des algorithmes qui sont vraiment, vraiment, vraiment très, très gourmands. On verra ces exemples-là. Donc, on passe à une schématisation de ces classes de complexité. Alors, remarquez déjà, la complexité, c'est dans cette ligne, dans cet axe-là. Ça veut dire, regardez, la complexité il devient maximale lorsque on parcourt cet axe-là du plus bas vers le haut. C'est bon? Alors, c'est pour cela, regardez, pour la complexité d'un algorithme qui avoisine le log de n, c'est la complexité la plus petite. Ça veut dire, ces algorithmes qui ont une complexité d'ordre de grandeur logarithmique, ça veut dire ce sont les algorithmes qui sont les plus rapides. Les plus rapides. Ils ne consomment pas beaucoup de temps. Donc, ils sont les plus rapides parce que regardez, si on fait une projection, regardez la complexité, ça va être ici. Donc, c'est une valeur qui s'approche le plus tôt possible à 0. Donc, c'est la complexité pour les algorithmes qui sont les plus rapides. C'est bon? Après, il vient la complexité linéaire. Regardez. Son ordre de grandeur, le voici. Ensuite, il vient n log de n. C'est quasi linéaire. C'est là le même comportement que les algorithmes qui ont une complexité linéaire. Alors, lorsque la complexité devient de plus en plus importante, plus en plus grande, c'est à partir de n carré. Regardez. Vraiment, les valeurs, ils vont diverger vers l'infini. Voici le n carré. Le n3, c'est encore plus gourmand au niveau de ressources par rapport à n3. Et pour l'exponentielle, c'est vraiment, ça y est, c'est la complexité la plus pour les algorithmes qui sont très très lents dans leur exécution, parce que c'est tout à fait normal. Regardez la complexité, il prend des valeurs qui s'approchent de l'infini d'une manière rapide. Ce sont des algorithmes qui sont très très gourmands au niveau que ce soit temps d'exécution ou bien de la mémoire. Ils sont très lents à s'exécuter. Donc, c'est ça les différents échelles de la complexité. Donc, lorsqu'on s'approche de la log de n, ça veut dire on a des algorithmes qui sont plus rapides. Lorsqu'on s'approche de l'exponentielle et des puissances de n, ça y est, on a des algorithmes qui sont gourmands. Ça veut dire ils ne s'exécutent pas d'une manière rapide par rapport aux autres, comme les algorithmes linéaires et comme les logarithmes. Donc, on verra ça dans un petit exercice. Alors, on passe maintenant au calcul de la complexité. Alors, on commence avec des exemples crescendo. On commence avec des exemples simples et puis on avance petit à petit. Alors, pour cet exemple-là, c'est une fonction qui fait la permutation de deux nombres. Alors, regardez, pour calculer, on veut calculer la complexité. La complexité, c'est quoi? C'est le coût des opérations effectuées pour réaliser cet algorithme. Alors, regardez, déjà au début, on a deux déclarations. On a dit une déclaration, il a un coût 1. Donc, on a deux déclarations, donc c'est coût égal à 2. Ensuite, on a une deuxième déclaration de temp, donc un coût égal à 1. Ici, on a une affectation, donc c'est une opération élémentaire, il a un coût 1. Et on a aussi une autre affectation, donc on a 2 déclarations de temp, donc un coût égal à 1. Et on a une deuxième déclaration de temp, donc un coût égal à 1. Ici, on a une affectation, donc c'est une opération élémentaire, il a un coût 1. Et on a aussi une autre affectation, donc c'est une opération élémentaire, il a un coût 1.
il a un coût 1 et une autre affectation, il a un coût 1. Donc, on fait la somme. C'est quoi la complexité de cet algorithme? C'est 2 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. C'est bon? Donc, c'est 6. Et 6, c'est quoi? C'est un grand taux de 1. Donc, c'est l'ordre de grandeur de cette complexité, elle est constante. Donc, c'est un grand taux de 1. C'est bon? Donc, voici pour le premier exemple. Pour le deuxième exemple, ici, on a une recherche séquentielle. Ça veut dire on parcourt tout le tableau. On cherche un élément en parcourant tout le tableau. Donc, pour effectuer cette recherche, on fait une fonction recherchée. Donc, la première des choses, on fait une déclaration. Ici, un tableau, X et N. Ici, ce n'est pas tout le tableau. Ça veut dire un pointeur sur le tableau. Donc, c'est pour ça qu'il a un coût égal à 1. Donc, ces déclarations-là, ils ont un coût de 3. Et j'ai oublié une deuxième déclaration ici. On a une autre déclaration. On a une déclaration, le coût égal à 1. On a une affectation, le coût égal à 1. Alors, regardez. Ici, on a deux blocs. Voici un premier bloc qui est le condition. Ça veut dire un traitement conditionnel à l'intérieur d'une boucle. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit? Pour ce bloc-là, pour tout le traitement qui se fait dans la boucle, on le calcule et on le multiplie par le nombre d'itérations de la boucle. Alors, regardez, à l'intérieur de la boucle, on a ce bloc-là. À l'intérieur de la boucle, on doit calculer le coût de ça, plus le coût de ça, et le tout, il va être multiplié par le nombre d'itérations de la boucle. C'est bon? Donc, c'est pour cela, en premier lieu, on doit calculer le coût de ce bloc-là. Le coût de ce bloc-là, c'est un traitement conditionnel. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit pour le traitement conditionnel? C'est quoi la règle? C'est quoi la règle pour calculer le... On prend le max des deux alternatives. On va prendre le max. On prend le coût du test. Ici, on a une comparaison, donc c'est 1. Et on prend le max. Le max, les deux sont, c'est uniquement une opération élémentaire qui est l'écriture. Il affiche. Donc, il a un coût 1 et donc le max des 1, c'est 1. Donc, le coût de toute cette instruction-là, on peut l'écrire ici, c'est 2. C'est bon? Donc, le coût de ça, c'est 2. Plus celui-là. Le coût, c'est 3. Le coût, c'est 3. C'est bon? Oui, normalement, le coût, c'est 4 parce qu'il y a la première, c'est la condition tant que la deuxième, c'est 6. La troisième, c'est le max. Et la quatrième, c'est I plus 1. I plus 1. Le I plus 1, ça va être celui-là. C'est 2, non? Oui, c'est 2. Oui, c'est pas seulement 1. Oui, c'est 2. Parce que c'est une opération plus affectation. Oui, c'est 2 ici. Donc, on rectifie. Donc, tout ce bloc-là, il a combien de coûts? Il a 2. 2 plus 2. Dans un code, par exemple, si on écrit I++, c'est 1 ou 2? Et plus. Normalement, c'est... On va la considérer 1. On va la considérer 1. Madame, c'est 2 parce que c'est une opération et une affectation. Oui, généralement 1 ou 2, ça va pas vraiment changer quelque chose.
parce que ça va engendrer, oui, on peut considérer 2, oui, oui, on peut considérer 2, parce que ici on a l'opération plus l'affectation. Mais que ça soit 1 ou 2, ça va pas influencer. Parce que ici, regardez, pour l'ordre de grandeur, on néglige les constantes. Parce qu'il n'influence pas le comportement. On va prendre uniquement l'ordre de grandeur. Donc, c'est pas grave, oui, on peut prendre 2, mais ça va pas influencer. C'est bon? Donc, le coût de ce bloc-là, c'est 1 plus 1, ça fait 2. 2 plus 2, ça fait 4. 4 fois combien? Combien d'itérations on a ici? On va commencer par 1 et retourner et arriver à n. Donc, combien de fois? C'est n moins 1 plus 1. Donc, c'est n fois. C'est n fois. Donc, c'est pour cela on a le n. Le n fois le coût de la comparaison plus le max des 2 plus 2. Donc, on rectifie ici, c'est 2. C'est bon? C'est 2. Donc, qu'est-ce que ça va donner? Donc, ce bloc. Madame, le 1 pour le i, après le début. On n'a pas ajouté dans l'expression. Oui, c'est ça. On va l'ajouter. C'est ça? Donc, c'est 5 plus 5. C'est 5, oui. C'est 5 plus 4n. Madame, 5n. Regarde. 5. 1 plus, oui, 2 plus 2. Regarde. 2 plus 2, oui, ça, c'est 5n. C'est 5n. C'est bon? Oui, c'est 5n, mais regardez. Qu'est-ce qu'on avait dit? On va prendre toujours un ordre du grandeur. L'ordre du grandeur, on néglige les constantes. On va prendre l'élément qui va influencer le comportement de la complexité pour des valeurs qui sont grandes. Donc, pour n qui varie vers des valeurs très grandes, le 5, soit de la multiplication, soit de l'addition, ne va rien influencer. Donc, on va prendre l'ordre du grandeur. On va prendre grand O de n. C'est bon? On néglige les constantes. Donc, c'est pour cela, même si on se trompe sur les constantes, ça ne va rien changer parce qu'on approxime. On ne calcule pas la complexité de manière exacte, mais on approxime. On donne un ordre de grandeur. Donc, cet algorithme-là, la recherche séquentielle, c'est un ordre de grandeur de quelle classe? Linéaire. Linéaire, voilà. Donc, Linéaire. Ici, c'est constante. C'est un ordre de grandeur constant. Ici, c'est linéaire. C'est une fonction linéaire. C'est bon? Alors, on passe à un troisième exemple pour pousser un petit peu l'ordre de la complexité. C'est le tri à bulles. Le tri à bulles, ça se fait comment? C'est qu'on parcourt tout le tableau et on compare. On compare les cases 2 à 2 et on permute. On permute les valeurs. C'est bon? Donc, on a une boucle à l'intérieur d'une boucle. Donc, avant de regarder la complexité, ça va nous donner quoi? On a une boucle à l'intérieur à une boucle. Donc, on aura n au carré. n au carré, voilà. Quadratique. C'est quadratique. Donc, on aura cette classe-là. Parce qu'on aura, regardez, on va parcourir un ensemble de données utilisant 2 boucles. Si on a plusieurs boucles imbriquées, c'est n à la puissance p. Donc, on va calculer la complexité de cet algorithme-là. Donc, on déclare le tableau, l'élément, non, ça c'est la recherche séquentielle. Le trait à bulles, donc qu'est-ce qu'on fait? On déclare le tableau, on déclare sa taille, on déclare deux entiers, 2 indices IJ qui vont nous aider à parcourir le
le tableau. Donc, on a pour i allant de n à 2, on peut faire l'inverse. Pour j allant de 1 à i moins 1. Et on fait ça. Donc, regardez. Déjà ici, on a combien de fois? Ici, il vaut mieux inverser ça. Madame, ça représente quoi ce 1 plus 2 en rouge? 1 plus 2, c'est le coût, regardez. 1 plus 2, regardez. Déjà, pour i allant de 2, on a la première affectation. Il a un coût égal à 1. C'est ça? Alors, et après, qu'est-ce qu'on fait? On compare i à n. On a une comparaison. Et on fait i plus plus. On incrémente le i. Donc, on a combien? On a la première initialisation de i à 2, qui a un coût 1. C'est le coût de cette ligne-là. On a la première, pour le 1, c'est la première initialisation de i à 2. Ensuite, pour i allant de e, c'est comme on a dans le Java ou dans le C++, for i égale à 1, i inférieur égale à n et plus plus. Donc, combien d'opérations élémentaires on a? On a 3 opérations élémentaires. La première opération, c'est la première affectation. Ça se fait au début de la boucle. On ne va pas la faire une deuxième fois. C'est pour cela que je l'ai écartée toute seule. Les autres, on compare i à n. Et on incrémente i. C'est pour cela qu'on a plus 2. Mais ce plus 2 là, ça va se répéter plusieurs fois. Ça va se répéter dans la boucle. Mais l'initialisation à 2, ça va se faire une seule fois. C'est pour cela qu'on a 1 plus 2. Le 2, ça va être inclus dans la répétition de la boucle. La même chose pour j allant de 1 à i-1. La première initialisation de j à 1, c'est 1. Et on compare j à i-1 et on incrémente j++. Donc, on a 2 opérations de plus. Le 2, ça va être inclus dans la répétition de la boucle, qui est i-1. Et on a cette condition-là, on compare, il a un coût 1. Et ici, on a appelé la fonction permutée, le premier exemple, et qui a un coût 6. C'est bon? Pour permuter de nombres. Donc, il a déjà son coût. C'est bon? Donc, comment on va calculer ça? Comment on va calculer? Donc, ici, on a 2 plus 2. Les voici, 2 plus 2. Alors, ce deuxième 2, c'est la somme de ces deux 1. Parce que l'initialisation de i à 2 et l'initialisation de j à 1, il va se faire une seule première fois. Donc, leur somme, c'est 2. Donc, voici, jusqu'à maintenant, on est là. Pour des valeurs qui sont en dehors des boucles. Maintenant, on va calculer les coûts qui ont à l'intérieur de la boucle. Alors, les deux opérations, regardez, pour la comparaison de i à n et incrémenter i++, il va se répéter autant de fois que la boucle. Et la boucle, ça va se répéter combien de fois? n-1 fois, parce qu'on a n moins 2 plus 1. C'est pour cela qu'on a ce 2 fois n-1. C'est bon? Et après, qu'est-ce qu'on a? Regardez. À l'intérieur,
Regardez. Ici, alors, qu'est-ce qu'on a? On calcule le coût de ce traitement-là. Le coût de ce bloc-là. Le coût de ce bloc-là. Le coût de ce bloc-là, c'est le coût de cette condition-là, plus ce coût-là, plus ce deux-là, qui va se répéter combien de fois? Juste la boucle de J. On va calculer uniquement le coût là, pour la boucle de J. Et après, on va monter pour boucler encore dans I. Dans la boucle de J. Qu'est-ce qu'on a? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 2 de la comparaison de J à I-1 et l'incrémentation de J++, plus le coût de cette condition, plus le coût de la fonction. C'est pour cela qu'on a 3 plus ces permutations. Alors, le coût de cette boucle J, c'est combien? C'est I-1 fois ça, pour chaque boucle de J. Mais regardez, cette boucle de J se répète autant de fois que de N, que de I. Alors, tout ce coût-là, il va se répéter combien de fois? C'est de 2 à N. Moins 1. De 2 à N. C'est moins 1 fois. C'est pour cela qu'on a fait ce sigma-là. C'est bon? Madame, pourquoi 1 plus 2 pour I allant de 2 à N faire? Parce que la boucle, c'est la même chose. Regardez. Parce que regardez. Pour I allant de 2 à N faire, regardez. On va aller doucement. Pour I égale à 2. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, cette boucle-là, ça va boucler. Pour I égale à 2. Pour I égale à 3. Cette boucle, encore une fois, il va boucler. Pour I égale à 4. Cette boucle de J, il va boucler. Pour I égale à 5. Encore une fois, cette boucle de J, il va boucler. Alors, vous êtes d'accord que le coût de la boucle de J, c'est celui-là. C'est I-1 fois 3 plus le coût de J. Vous êtes d'accord? Madame, le problème que j'ai, c'est avec le 1 plus 2, qui est toujours devant une boucle. Que ça soit pour I ou bien pour J. Tu as un problème avec le 1 qui est devant les boucles, c'est ça? Oui, 1 plus 2. Attendez. Le 1 plus 2, qu'est-ce qu'on avait dit? Le 1, c'est l'initialisation de I. Regardez. Pour l'initialisation de I et de J, parce que regardez pour la boucle. La boucle, pour I allant de 2 à N, on initialise I à 2. Après, pour boucler, qu'est-ce qu'on fait? On compare I à N et comme si on a dans le C. For I allant de 2, I inférieur égal à N. Madame, plus 3 fois N moins 1. Attendez. Cette boucle-là, pour la boucler, qu'est-ce qu'on fait par exemple? Dans le C, regardez.
La première des choses, le i, c'est initialisé à 2. Et après, pour continuer la boucle, qu'est-ce qu'on fait? On compare i à n et on incrémente. C'est bon. Alors, cette initialisation de i pour commencer la boucle, ça va se faire une seule fois. On l'a fait pour 2, on passe à comparer avec n et on fait i++. On remonte. On a 3. On ne va pas l'initialiser à 2. L'initialisation se fait une seule fois. C'est bon? Donc, qu'est-ce qu'il reste à faire? On compare et on incrémente. On incrémente le i++. C'est pour cela qu'on a dit. Donc, ce coût égal à 1, c'est pour l'initialisation. Donc, ils ne vont pas être intégrés parce que l'initialisation de i à 2 ou bien de j à 1, ça va se faire une seule fois. C'est pour cela qu'on a ce 2-là. Le voici. C'est bon? Alors, donc on peut choisir d'autres couleurs pour vous aider. Alors, celui-là, on peut faire par exemple ça. C'est bon? Alors, tout ça, c'est calculé. Donc, maintenant, on va les supprimer pour ne pas vous déranger. C'est bon? C'est clair maintenant? Maintenant, regarde. Maintenant, pour boucler, à chaque fois pour boucler, pour passer de 2 à 3 à 4 jusqu'à n, quels sont les nombres des opérations pour effectuer cette boucle? On a 2. Ici, pour le et++, on va juste considérer que c'est 1. C'est bon? On a la comparaison à n pour continuer à boucler et on incrémente. C'est pour cela, ça a un coût égal à 2 et ça, c'est un coût égal à 2. C'est bon? Oui, madame, merci. Très bien. Après, on continue notre calcul. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit? Regardez, ici, on a une boucle. Pour i allant de 2 à n, ce bloc, ça va s'effectuer. Ça va s'effectuer. Ça veut dire, ici, pour faire d'une manière simple, c'est que cette comparaison de i à n et i++, il va se faire combien de fois? Il va se faire le nombre de la boucle. C'est pour cela qu'on a le 2 fois n-1. Celui-là. C'est bon? Donc voilà, nous l'avons calculé. Ici, alors qu'est-ce qu'il reste maintenant à calculer? On a écarté ce 2-là. C'est bon. C'est calculé, on peut le supprimer. Voilà, donc tout ça, c'est calculé. Maintenant, on veut calculer le coût. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit? On a une boucle. Une boucle, regardez. Alors, regarde. Déjà, on a une boucle. On a une boucle, on a un traitement ici. On peut considérer, par exemple, faire...
Alors, le coût de ce traitement-là, le coût de ce bloc-là, c'est combien? On va considérer ça un seul traitement à l'intérieur de la boucle de I. Donc, c'est quoi le coût de ce traitement-là, de la boucle J? On va calculer le coût de ce traitement-là. C'est combien? I moins 1. Cette boucle, ça se répète combien de fois? C'est I moins 1 fois 2 plus 1 plus le coût de cette fonction déjà calculée. C'est bon? Donc, ce traitement-là, il a un coût. J'arrive pas à l'écrire ici. Je sais pas pourquoi. Je fais insertion, zone de texte, mais c'est pas grave. Alors, le coût de ce bloc-là, c'est combien? Puisque c'est une boucle qui se répète combien de fois? I moins 1, moins 1, plus 1. Ça veut dire I moins 1 fois. On a le coût de la comparaison de la boucle, c'est 2. Et le coût de cette condition, c'est 1. Et le coût de la fonction, c'est le coût de la fonction permutation. Donc, le coût de tout ce bloc-là, c'est celui-là. C'est I moins 1. Je peux faire comme ça. Je bricole. Alors, je modifie un peu les couleurs. J'essaie juste de colorer ça en bleu. Voilà. Non. Voilà. Enfin.
C'est bon, c'est clair maintenant? C'est mieux clair? Oui, madame. Oui, oui, madame. Donc voilà. Donc ça veut dire le coût de cette boucle de J, c'est quoi son coût? C'est I-1 plus fois 3 plus, c'est le coût de cette fonction-là. Alors regardez, ce coût-là, vous allez me dire, madame, pour le coût de la boucle mère de I, il suffit de multiplier ça veut dire n-1 fois ça. Et voilà son coût. Est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est correct? Ça veut dire le coût total de cette boucle-là, il suffit de multiplier n-1 fois i-1 fois, ça veut dire, est-ce qu'on peut faire ça? Non, madame. Pourquoi? Plus de... I est variable. Oui, parce que le i, il dépend de n. Parce que... Mais madame, on peut prendre le pire des cas de I. Si I égale à n. Donc, on prend le pire des cas, ça va être n-1. Donc, on multiplie n-1 de la première boucle, de la boucle mère, fois le pire des cas de la deuxième boucle de I, c'est n-1. Comme ça, on peut faire sans passer par la somme. Sauf si tu remplaces i par n. Oui, on va remplacer I par le pire des cas, c'est n. Oui, le pire des cas, c'est n. Oui, c'est dans ce cas-là, parce que dans tous les cas, tu auras un ordre de grandeur grand taux de n carré. Sinon, on peut faire un sigma, puisque le i, il dépend de n. Donc, le coût, c'est la somme. La somme de 2 à n, puisque i varie de 2 à n. C'est bon? Donc, on calcule. Donc, voilà, c'est calcul. On simplifie ici, puisque 3 plus fois c, c'est une constante qui ne dépend pas de i. Donc, on fait la sortir de sigma. Et ça, c'est juste un petit calcul simple. C'est bon? On simplifie. Alors, qu'est-ce qu'on aura? On aura ça. On simplifie. Donc, en simplifiant le calcul, on va trouver que on a 4 plus 2n plus 3 plus c permutation fois le sigma de i allant de n-1. Ici, c'est une somme qu'on connaît très bien. Il suffit de la calculer. On effectue un changement de variable. Donc, cette sigma-là, c'est quoi en fait? C'est n fois n-1 sur 2. Alors, si on fait les calculs, alors qu'est-ce qu'on aura? On aura 4 plus 2n. Si on simplifie encore les calculs, on aura un polynôme de deuxième degré. Si on fait bien les calculs, donc on va l'approcher. Puisque c'est n carré, donc tout ça, c'est un grand taux de n carré. Donc cette complexité, elle est à une échelle de grandeur de quoi? Quadratique. C'est bon? Est-ce que c'est calculé? Je n'ai pas détaillé les calculs ici parce que je me dis que c'est bien, c'est clair l'idée. Madame, Oui. madame, vous avez écrit avant le son, vous avez écrit permuté. Le coût de la permutation. Le coût de la permutation, c'est ça. C'est la fonction permutation. Il a un coût quoi? Constant. C'est une constante. C'est bon, il ne va rien changer. Non, vous avez écrit permuté. Le mot permuté avant l'enfant. Avant? Oui, c'est juste. C'est juste. C'est bon? Donc ici, on simplifie les calculs. On va trouver un polynôme de degré 2. Donc, on prend toujours le terme qui a la puissance la plus grande. C'est le terme qui va influencer le comportement de la complexité. Ça veut dire on va l'approcher à cette grandeur. Donc, ce n'est pas la peine que je détaille les calculs ici. Je pense que l'idée est comprise. Oui? Vous voulez que je détaille les calculs ou c'est pas la peine? C'est pas la peine.
Voilà, donc l'idée, c'est que, regardez, on a une boucle à l'intérieur, une boucle, ça engendre une complexité d'ordre de grandeur quadratique. C'est bon? Donc, je vous laisse vous reposer. Vous prenez une pause d'un quart d'heure et on reprendra le cours. C'est bon? D'accord. Madame, pour l'enregistrement de la séance précédente. Je ne vous ai pas envoyé le lien. Je vous ai envoyé le lien. C'est bon? D'accord, d'accord, merci. Le lien et le cours, bien sûr.